La sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. Le chemin du paradis passe par une théière. Ainsi parlent les Touaregs, les Chinois, les Anglais. Aux quatre coins du monde, le thé souhaite de manière universelle la bienvenue, invite au calme, à la réflexion, à la convivialité. Bien des chemins et bien des histoires nous mènent au thé lorsque l'on voyage. Et réciproquement, on peut faire des voyages fabuleux avec une simple tasse de thé. J'ai fermé les yeux. Le parfum et les saveurs qui montaient jusqu'à mes sens m'ont mené sur une petite île de l'océan Indien dont le nom signifie « pays resplendissant ». Ça n'est pas ici que le thé est né. Il serait apparu 200 ans avant Jésus-Christ en Chine. Mais le Sri Lanka, l'ancienne Ceylan, a tissé avec le thé une histoire fascinante jusqu'à y fondre son identité. Jusqu'aux années 1860, le pays s'enorgueillissait de ses plantations de café. Elles recouvraient la quasi-totalité de l'île et représentaient sa principale ressource économique. James Taylor, un jeune Écossais arrivé à 17 ans à Ceylan, a eu le premier l'idée de planter quelques graines de théier sur un arpent de terre du domaine dans lequel il était employé. Il avait récupéré des semences chinoises dans les jardins botaniques royaux de Kandy. Ces expérimentations seraient restées anecdotiques si une surprenante épidémie ne s'était attaquée aux caféiers. Les gentlemen farmers anglais arrachèrent alors leurs plantations et, suivant l'exemple de Taylor, leur substituèrent des théiers. Forts de leur expérience et d'un système agricole bien rodé, ils transformèrent en réussite cette mutation hasardeuse. Alors que les plantations de thé ne représentaient que 400 hectares en 1875, elles en recouvraient 25 ans plus tard plus de 160 000. La production passait alors de 81 tonnes à près de 23 000. Aujourd'hui, le Sri Lanka fait partie des plus gros producteurs de thé derrière la Chine, l'Inde et le Kenya. Notre voyage nous révélera, sans nul doute, les secrets de cette plante millénaire, accompagnée par les hommes et les femmes qui récoltent les feuilles sur les hautes montagnes, ceux qui les transforment et ceux qui les expédient jusqu'à nous. C'est sur la côte sud bordée par l'océan Indien que l'on trouve les premières traces de commerce maritime dès 1400 avant Jésus-Christ. La province méridionale du pays a été le principal lieu d'échange de la cannelle. Dès le 8e siècle, bien avant la domination occidentale, Arabes, Romains, Indiens et Chinois faisaient des affaires par le port de Galles. L'histoire moderne de l'île commence en 1502, lorsqu'une petite flotte de navires portugais, se dirigeant vers les Maldives, est emportée par une tempête. Ils purent trouver refuge sur les côtes de la ville de Galles. Les Portugais, venus initialement pour le commerce de la cannelle, vont très vite étendre leur domination sur le territoire. C'est en 1638 que le royaume de Kandy, qui recouvre presque toute la moitié est de l'île, va signer un traité avec l'empire colonial néerlandais, afin de les désigner comme protecteurs de l'île. Une guerre s'engage alors entre Portugais et Hollandais, un affrontement qui prendra fin en 1658 avec la victoire des Pays-Bas. Les Britanniques reprennent le pays en 1796. Ils imposeront à leur tour leur marque sur la ville.
Ils conserveront le fort comme centre administratif, mais lui préféreront Colombo pour le commerce maritime. Après la chute du royaume de Kandy en 1815, le port de Colombo devient la capitale de la nouvelle colonie britannique. Alors que Colombo n'était qu'un fort militaire pour les Portugais et les Hollandais, les Anglais développent un négoce du café et des épices en remplaçant les fortins militaires par des hangars commerciaux et installent en 1865 dans son enceinte le conseil municipal de Colombo, qui tient alors lieu de parlement. Et c'est ici, dans le tumulte, l'effervescence et le bruit d'une capitale bouillonnante, que commence notre histoire et notre quête. L'amour immodéré des Britanniques pour le thé a infusé dans tout le pays. Et aujourd'hui, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un art, c'est une science. Chez Dilmah, une des plus grandes marques de thé du Sri Lanka, on goûte chaque récolte et chaque provenance de thé pour n'en retenir que le meilleur. Plusieurs milliers de thés différents sont testés chaque jour par les goûteurs de thé. Chaque semaine, nous goûtons 10 000 thés dans cette pièce. Chacun est différent, car il est cultivé sur une terre avec un vent et un aspect différent. Et la semaine suivante, il change encore. C'est véritablement le bel aspect du thé. 24 PK3 SJS 26 PK1. Pour déterminer la valeur d'un thé, il est d'abord nécessaire de reconnaître la texture de ses feuilles. SJS little open in fan 32 419 very bold and 52 another 53 Et de son goût après infusion. Sugar breakfast plus 3. Ici, on transmet également ce savoir et cette science. La Dilmah School forme des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration lors de grands événements internationaux. Jusqu'à présent, nous avons eu 68 formations dans l'école du thé. Et durant ces 68 formations, nous avons formé plus de 5000 personnes. Nos formations sont dédiées aux professionnels de l'hôtellerie. Ce que nous leur enseignons, c'est l'histoire du thé, car c'est une incroyable histoire. Et quand vous présentez le thé à un client, la merveilleuse histoire sur sa provenance est extrêmement importante pour l'appréciation. Nous voulons offrir bien plus qu'une tasse de thé, plus que le « avec ou sans lait ». Faire comprendre les terroirs, faire comprendre que le thé de Nuwara est lumineux et reluisant, et que le thé plus au sud de Nuwara tire plus sur le vert, que quand il pleut, le thé est plutôt fade, moins vert, et que le thé de Nawalapitiya diffère encore. Alors quand vous considérez les bienfaits et le plaisir, c'est une herbe fabuleuse, mais si peu comprise. À l'école du thé Dilmah, notre mission est de transmettre ce savoir. Plusieurs générations de tea makers ont été nécessaires pour atteindre un tel degré d'excellence dans la production du thé et la reconnaissance de la singularité de chacun d'entre eux. Mais avant d'en arriver à la table des plus grands restaurants, tout part d'une plante. Une plante qui pousse et qui pousse bien loin de Colombo. Il me tarde de quitter la cohue citadine. La gare de Colombo Fort est la gare principale de la ville. Elle a été ouverte en 1917 et accueille près de 73 millions de voyageurs par an. La ligne ferroviaire reliant les zones de plantation à leur port d'expédition est imaginée par les Anglais dès 1839 pour faciliter l'acheminement du café récolté autour de Kandy. Sa construction dura 7 ans et s'acheva en 1864. Ce train transporte aujourd'hui les habitants de l'île et sera notre passerelle pour remonter aux origines du thé. Rien ne m'évoque plus le voyage que le train. C'est toujours un moment de rêverie et de poésie. Les regards songeurs se perdent dans le paysage qui défile. Nous montons et les premières plantations apparaissent, me rappelant le but de mon voyage.
bercés par le son et les secousses du train, les sensations, intactes depuis l'enfance, du visage fouetté par le vent, subliment cet instant de voyage sur cette ligne de train mythique. La construction pharaonique de ce réseau ferroviaire a nécessité de construire des ponts et de percer des tunnels sur un tracé sinueux qui dépassait en de nombreux endroits les 2000 mètres d'altitude. La déforestation de ces pentes abruptes montant vers le centre du pays a nécessité un travail colossal. Cette entreprise n'aurait pas été possible sans l'aide des éléphants sri-lankais. Au milieu du 19e siècle, quand les Anglais s'emparèrent de Ceylan, l'île était couverte aux 3/4 de forêts vierges et comptait encore 20 000 éléphants. Pour répondre à la demande croissante de thé, les colons britanniques étendirent leurs plantations et se confrontèrent à la nature sur des terrains boisés et escarpés. Dans ce combat titanesque, les éléphants, guidés par des cornacs cynghalais, se révélèrent leur meilleur allié pour dessoucher les troncs d'arbres et dégager les sous-bois. Mais ces précieux alliés devinrent les principales victimes du goût immodéré des Anglais pour la chasse, provoquant pour assouvir leur passion la disparition du plus grand nombre. Dans une île dont la forêt ne représente plus qu'un quart de la surface totale, le nombre d'éléphants sauvages oscillerait entre 3500 et 4000. Domestiqué depuis plusieurs siècles, l'éléphant d'Asie a été utilisé pour le transport de personnes, de marchandises ou de matériaux lourds. Aujourd'hui, il est devenu l'une des attractions touristiques phares en Thaïlande, au Laos, au Népal, au Cambodge ou ici, au Sri Lanka. Une pratique lucrative qui nuit au bien-être des 3000 éléphants à touristes recensés. Une enquête de l'ONG World Animal Protection a révélé que 3/4 de ces pachydermes étaient en effet maltraités, enchaînés jour et nuit, voire parfois dressés à coups de bâton. Cela est paradoxal dans ces contrées où les éléphants sont des animaux sacrés et vénérés. Dans la religion bouddhiste, l'éléphant est symbole de paix, de prospérité et de puissance mentale. Dans la religion hindouiste, la tête du dieu de la sagesse et de l'intelligence, Ganesh, est celle d'un éléphant. Au Sri Lanka, les 2/3 de la population sont bouddhistes devant les hindous, les musulmans et les chrétiens. Mais c'est à Kandy, dans l'ancienne capitale du Sri Lanka, que l'on trouve le plus important des temples du pays. Le temple de la dent. La légende raconte qu'à sa mort, le Bouddha aurait été incinéré et que ses disciples les plus fidèles seraient parvenus à sauver du bûcher quelques éléments de sa dépouille mortelle, dont une molaire. Conservée pendant 8 siècles en Inde, des hindouistes extrémistes ont tenté de la réduire en poudre. La princesse Hemamala, fille du roi de Kalinga, l'aurait alors dissimulée dans sa chevelure et ramenée à Ceylan pour la sauver. Gardée pendant 5 siècles dans un temple construit spécialement à cet effet, la fameuse dent aurait été reprise par les Indiens, récupérée sur l'île par le roi Parakramabu III, était détruite partiellement une nouvelle fois par une expédition portugaise qui l'aurait emmenée en Inde, pour finalement tomber à l'eau et poussée par les vents, regagner Kandy, où elle aurait retrouvé tout son éclat dans le temple de Dalada Maligawa, près du palais royal. Cette légende veut que celui qui la posséderait détiendrait le pouvoir sur toute l'île. Pour les Britanniques qui l'expertisèrent en 1815, cette dent qui mesure 5 cm ne serait en réalité qu'une vulgaire dent de crocodile. Objet d'un culte ininterrompu, la précieuse relique, enfermée désormais dans 7 coffres, est honorée chaque jour par des pèlerins venus du monde entier.
Dans la tumultueuse histoire du Sri Lanka, le royaume de Kandy occupe une place particulière. Juché au cœur de l'île sur des collines impénétrables, dont certaines culminent à plus de 2000 mètres, cette enclave montagneuse parvint, jusqu'aux assauts victorieux des Britanniques en 1815, à préserver une indépendance enviée, alors que les plaines côtières tombaient tour à tour aux mains des puissances coloniales. L'ancien royaume de Kandy est toujours visible dans les rues de la ville. En atteste le palais royal. Et quelques centaines de mètres plus loin, le lac de Kandy, un lac ornemental creusé par le dernier roi du royaume de Kandy en 1807. L'édifice blanc situé sur la rive était autrefois le bain de la reine. Suite à de graves conflits internes, les Britanniques envahissent Kandy avec l'appui de hauts dignitaires du royaume en 1815. Une fois encore, les Britanniques ont imposé leur architecture aux rues de la ville. En songeant à cette route du thé au Sri Lanka, j'avais en tête des images de marché, d'immenses étals de thé, des sacs en toile de jute remplis à ras-bord et desquels émanaient des parfums de thé à en faire tourner la tête. Je me suis donc rendue au marché de Kandy. J'y ai retrouvé la palette des couleurs et des odeurs du voyage, composée de fruits, de légumes, de poissons et d'épices. Mais pas une feuille, pas une graine, pas la moindre trace de thé à ciel ouvert. Mon imaginaire occidental avait fantasmé tout cela. Bien évidemment, le thé prêt à être dégusté se doit d'être méticuleusement scellé, à l'abri de l'air pour conserver tous ses arômes. Mais même bien empaqueté, je me réjouis de trouver du thé partout, au marché, dans les boutiques qui ont conservé leur charme britannique ou dans les petits tea shops de la ville. Les origines du thé se rapprochent, et pour cause, c'est ici que tout a commencé. Aux portes de Kandy, encerclées par les méandres du Mahaveli-Ganga, on trouve le jardin botanique royal de Peradeniya. Ces 60 hectares constituent le plus beau jardin botanique du Sri Lanka. Ces théiers d'origine chinoise, d'où provinrent les premières graines de thé qui servirent aux expérimentations de James Taylor, sont le point de départ de la culture du thé sur l'île. Jadis réservé aux souverains de Kandy, le jardin botanique de Peradeniya, le plus grand du pays, est désormais le lieu de prédilection des jeunes couples d'amoureux qui s'y donnent rendez-vous.
Une fois la graine du théier découverte dans ces jardins, nous remontons à bord de notre train qui continue son ascension. C'est une sorte de voyage à rebours que nous avons entamé. Du port international d'expédition au point de pivot qu'est Kandy, nous remontons le cours du thé à flanc de montagne. Nous arrivons dans le domaine de l'Olekandera, qui s'étend sur plus de 1000 hectares entre 600 et 1300 mètres d'altitude. L'altitude est un élément déterminant pour le thé de Ceylan. Le soleil, la température, le vent, l'humidité sont autant de facteurs agissant sur la finesse des arômes. Les low grown, du niveau de la mer jusqu'à 600 mètres. Les medium grown, entre 600 et 1200 mètres. Les high grown, entre 1200 et 2000 mètres. Implanté initialement par James Taylor sur une parcelle de 7 hectares, le jardin à thé de l'Olekandera, surnommé Field numéro 7, est la première plantation commerciale de théier au Sri Lanka. James Taylor, un Écossais récemment arrivé, a été choisi pour diriger le premier semis de graines de thé en 1865. Taylor avait acquis des connaissances de base sur la culture du thé dans le nord de l'Inde et avait expérimenté une première usine de fabrication sur sa véranda de bungalow en roulant les feuilles à la main sur des tables. La cuisson de la feuille oxydée a été effectuée dans des fourneaux d'argile au feu de charbon de bois. Ces premiers thés ont été vendus sur place et connurent immédiatement le succès. En 1872, Taylor avait une usine entièrement équipée et en 1873, ses premiers thés étaient vendus lors de ventes aux enchères à Londres. Par son dévouement et sa détermination, Taylor est en grande partie responsable du succès rapide de la culture du thé à Ceylan. Son succès a conduit à l'ouverture d'un marché aux enchères à Colombo en 1883 et à la fondation d'une association de marchands de thé en 1894. Taylor continua d'expérimenter de nouvelles méthodes au domaine de l'Olekandera jusqu'à la fin de sa vie. Il ne deviendra jamais propriétaire de la plantation, mais il ne quitta jamais les lieux. La montée de l'industrie nourrie par James Taylor a également été la cause de sa chute. La croissance rapide s'est accompagnée d'une concentration du capital entre les mains de grandes entreprises basées en Grande-Bretagne. Une vague de regroupements immobiliers a obligé les petits planteurs à se retirer. En 1892, Taylor meurt subitement à l'âge de 57 ans sur son sol bien-aimé à l'Olekandera. Le Britannique ayant le mieux exploité l'engouement suscité par cette nouvelle boisson a un nom qui est synonyme de thé, Sir Thomas Lipton. Sa statue trône au sommet de Lipton Seat, l'endroit où il aimait se reposer et qui offre un panorama grandiose. Thomas Johnston Lipton, né à Glasgow en 1848. Fils d'immigrants irlandais, Lipton grandit dans les bidonvilles de Glasgow. Il quitte l'école à l'âge de 10 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. À 21 ans, il avait ouvert son propre magasin,
Son marketing imaginatif, qu'il acquit lors de son passage aux États-Unis, et ses astuces publicitaires intelligentes lui ont valu un succès rapide. En 1890, il est déjà millionnaire. Lipton avait besoin de vacances et décida de partir en Australie. En chemin, il a interrompu son voyage assez lent. Il avait un intérêt pour le thé comme un produit à vendre parmi tant d'autres dans ses magasins. Le thé coûtait assez cher en Grande-Bretagne et la plupart des familles de la classe ouvrière ne pouvaient pas s'en offrir. Le plan de Lipton consista à réduire ses coûts en supprimant les nombreux intermédiaires et à le rendre abordable pour les consommateurs britanniques moyens. Son autre idée novatrice a été de moderniser son emballage. Au lieu de le vendre en vrac, Lipton emballa son thé dans des sachets colorés et accrocheurs portant le slogan « Directement détaillé à la théière ». L'incursion de Lipton dans l'industrie du thé fut un énorme succès et augmenta considérablement sa richesse. Ses 300 magasins répartis dans toute l'Angleterre ne pourront bientôt plus faire face à la demande croissante pour son produit bon marché. Le thé Lipton est donc devenu disponible dans d'autres magasins de Grande-Bretagne. Le nom de Lipton avait migré d'une chaîne d'épicerie à une marque qui allait bientôt devenir célèbre dans le monde entier. Cette manne financière engendrée par l'industrie du thé a entraîné le développement d'infrastructures de confort et de loisirs pour les expatriés britanniques. Nuwara Eliya en est la représentation parfaite. Les sujets de la couronne en ont fait une station de montagne afin de fuir les basses terres lors des grandes chaleurs. C'est à Nuwara Eliya qu'il fait le plus froid dans tout le Sri Lanka. Les bâtiments les plus emblématiques sont la magnifique Hatton National Bank et juste à côté la poste datant de 1894. C'est autour de Nuwara Eliya que l'on trouve les plus grandes exploitations de thé. Plus d'1 million de personnes, soit près de 5% de la population totale du Sri Lanka, travaillent dans des tea factories. Principalement tamouls, ces ouvriers sont des descendants de familles d'Inde du Sud venues au XIXe siècle à Ceylan pour y chercher un emploi. Première étape de la production de thé, la cueillette. En raison de la dextérité et de la douceur qu'elle nécessite, elle est confiée aux mains plus délicates des femmes. Ou alors c'est parce qu'il s'agit d'un travail fastidieux et fatigant que les hommes s'y refusent. Les cueilleuses doivent pincer, entre le pouce et l'index, les 2 feuilles supérieures de la plante et son bourgeon. La récolte manuelle est laborieuse, mais très importante dans le processus du thé, car il faut récolter uniquement les feuilles les plus tendres. Et seuls l'œil et la main humaine sont capables d'un tel discernement. De plus, les pentes souvent abruptes ne permettent pas le passage des machines. De ces feuilles récoltées avec un soin méticuleux dépendra ensuite la saveur des différents thés.
Paradoxe de cette relation étroite entre l'âge des feuilles et leur teneur aromatique, plus la feuille sera jeune, plus elle sera riche en substances aromatiques et moins la récolte sera abondante. La production d'1 kilo de thé nécessite de récolter 5 kilos de feuilles fraîches. En fin de journée, une bonne cueilleuse aura à son actif une trentaine de kilos de feuilles. Ce travail ingrat et exigeant, payé à la tâche et effectué dans des conditions de chaleur et d'humidité pénibles, lui sera rémunéré environ 1 € pour 15 kilos de feuilles cueillies, soit une rémunération mensuelle variant de 40 à 50 € par mois. Pour s'assurer de la fidélité et de la disponibilité des employés, les ouvrières et leurs familles sont logées dans des villages construits en bordure des domaines où l'on trouve sur place écoles, lieux de culte, magasins et terrains de sport. La feuille du théier détermine la qualité gustative et aromatique du thé ainsi que son origine. Afin d'éviter les contrefaçons, il est très important d'être certain de la provenance et de la conformité de chaque thé distribué aux consommateurs. Pour y parvenir, le gouvernement a mis en place une organisation appelée Tea Board, qui labellise l'ensemble des thés cultivés et fabriqués sur le sol sri-lankais. Tous les échantillons reçus sont d'abord analysés en laboratoire par des experts. Ensuite, l'ensemble des thés sont transmis à la Testing Unit qui, grâce à ses goûteurs professionnels, vont pouvoir déterminer si les qualités gustatives sont suffisantes pour recevoir l'appellation thé de Ceylan. Mais avant de goûter le thé, voici quelques éléments pour s'y retrouver dans cette panoplie de sigles. Le P est pour Pico, dérivé du chinois et signifiant duvet. Le O est pour orange. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas de la couleur du thé qu'il produit, mais signifie royal, en référence à la famille royale des oranges nassau des Pays-Bas. Le F est pour fleuri et il désigne le bourgeon naissant au sommet de la plante. Ainsi, le thé Pico est fait à partir des feuilles un peu plus basses et plus larges et ne contient pas de bourgeon. Le OP, Orange Pico, est fait à partir de bourgeons déjà transformés en jeunes feuilles. Et le FOP, Flowery Orange Pico, est fait de la cueillette la plus fine composée du bourgeon terminal et de ses 2 jeunes feuilles. Lorsque les feuilles ne sont pas entières, on peut trouver un B pour broken. La feuille ainsi brisée en petits morceaux donne une liqueur plus forte et plus foncée. Lorsque l'on trouve un D, c'est pour dust, poussière. Broyé encore plus fin, c'est ce que l'on utilise pour les sachets. Pour les thés très haut de gamme, les thés blancs, on parle de silver, argent ou de golden, doré. Il s'agit de thés uniquement constitués de bourgeons. Décliné des techniques mises au point en Inde par les Anglais au milieu du XIXe siècle, la fabrication traditionnelle des thés de Ceylan s'articule autour de 5 grandes opérations. Après la cueillette, les feuilles sont amenées à l'usine pour la première opération, le flétrissage qui permet d'assouplir les feuilles.
On appelle ces boîtes traf. La base est un filet en métal qui est entouré de 2 plaques métalliques. Au bout de chaque traf, il y a un ventilateur. Un jour comme aujourd'hui, avec une température normale, les ventilateurs envoient de l'air qui vient de l'extérieur. S'il pleut, on chauffe l'air avant de l'injecter dans les trafes. Ainsi, lors de cette première étape, les feuilles perdent 40% de leur humidité. On peut faire sécher au maximum 1200 kg sur un seul traf. À la fin du séchage, la qualité totale est réduite à 700 kg. C'est la première étape de transformation faite à l'usine. En anglais, on l'appelle le processus de flétrissement. Sur une journée normale, cela prend 12 heures. Quand il pleut, cela prend 18 heures. Puis les feuilles sont mélangées à la main pour laisser circuler l'air et sont ensuite ramassées. Toutes les 20 minutes, on fait tomber 325 kg par là. Cette cavité est reliée à une meule. La cavité est un raccourci vers la meule. La meule est une machine qui broie les feuilles. Et à ce moment-là, les feuilles libèrent la chlorophylle et d'autres essences qui se mélangent. Il y a une trappe sous la machine pour récolter ce qui a été broyé. Ensuite, on étale les feuilles et on laisse reposer et aérer. On appelle cette étape fermentation. Mais en réalité, c'est une oxydation naturelle. À cette étape, les feuilles vertes deviennent brunâtres. On les collecte alors dans un récipient et on les met dans un séchoir. Le séchoir est la machine la plus vieille de notre usine. Elle a 97 ans. Elle a été fabriquée à Belfast, en Irlande. On utilise du bois comme combustible. Il y a une cheminée derrière avec 2 ventilateurs qui envoient de l'air chaud. Une des fonctions principales de cette étape est de détruire les microbes et les bactéries qui ont pu apparaître lors des précédentes étapes. Les bactéries sont détruites à 100%. On les chauffe à 91 degrés Celsius pendant 21 minutes. À partir de cet instant, les feuilles sont sèches. Les tiges peuvent altérer la qualité du thé. Il est donc nécessaire, par un procédé électrostatique, de les séparer des feuilles. La machine va séparer ces 2 éléments en utilisant leur grande différence de densité. Les tiges serviront de compost pour les plantations. Enfin, la dernière opération consiste à trier les feuilles en fonction de leur taille, entières ou cassées, et d'obtenir ainsi les ingrédients de base nécessaires à la fabrication de chaque thé, qui pourront être commercialisés sur le marché international. Notre train passe par le mythique et emblématique Nine Arch Bridge. Accessible facilement, ce pont de 9 arches, long de 92 mètres, date de 1921. Tous les jours, 8 trains passent tout doucement dessus pour le plus grand plaisir des voyageurs.
Il est réconfortant de retrouver ce lieu et ce temps de voyage qu'est le train. Un peu comme le temps d'une tasse de thé pendant laquelle on se perd dans ses pensées. Par sa valeur marchande, le thé a très vite attiré les convoitises et donc le développement sauvage de son industrie au détriment de la nature qui l'entoure. Les colons anglais ont très largement déboisé les forêts pour installer leurs champs de théiers, sans se soucier de l'impact sur les écosystèmes. Quand on voyage au Sri Lanka, on est marqué par les plantations de thé qui dessinent des paysages magnifiques, à en faire oublier cette déforestation invisible, puisque du vert a remplacé le vert. Mais cette monoculture intensive a fait très largement chuter la biodiversité du pays. Dans les années 1980, Ranil Senanayake, docteur en écologie des systèmes, invente une méthode de reforestation respectant les interactions entre les espèces. Mais surtout, elle permet aux fermiers et aux habitants de contrées reculées de subvenir à leurs besoins. Cette méthode s'appelle la foresterie analogue. Ils rachètent une ancienne plantation de thé à Belipola et planifient un système s'inspirant des vieux villages traditionnels sri-lankais. On retrouve ainsi des espèces endémiques, cannelle, poivre, mais aussi le kitoul, méconnu en Europe. Le kitoul est une mélasse issue de la fleur de l'arbre du même nom et dont le goût se situe quelque part entre le sirop d'érable, la canne à sucre et le miel. Il faut guetter cette énorme fleur dans la cime des arbres et ne pas la rater, car elle ne donne qu'une fois l'an. Ensuite, on chauffe et on fait réduire le liquide sucré pour en faire un sirop. On exclut évidemment de ces forêts analogues la monoculture. Sans bannir pour autant la culture du thé, à l'heure où l'écologie est plus que jamais primordiale, certaines initiatives se mettent en place pour tenter de trouver des schémas plus pérennes. C'est le pari qui est fait ici, à Amba Estate, où l'on s'est tourné vers l'agriculture biologique pour la production d'un thé de grande qualité. Ce domaine perché dans les montagnes est un paradis de calme, de nature et de vie sauvage. Les plantations de thé ordinaires au Sri Lanka ressemblent à de grands tapis. Ici, nous avons plus d'espace entre les théiers et des arbustes qui procurent de l'ombre, car notre culture est en grande partie biologique. Nous cueillons les meilleures feuilles. Dans une culture ordinaire, on cueille 2 feuilles et le bourgeon. Mais ici, nous cueillons une seule feuille et le bourgeon. À l'intérieur se trouvent les meilleurs nutriments. Si vous choisissez une bonne qualité, vous aurez plus de nutriments et plus de goût. Nous cueillons la première, la deuxième et la troisième qualité le même jour. Nous cueillons la troisième qualité pour nettoyer le théier. Sinon, il deviendra trop grand. Au Sri Lanka, 90% du thé est transformé à la machine. Une fois les feuilles cueillies, elles sont mises dans une machine. C'est une production de masse. Mais ici, nous cueillons les meilleures feuilles, des plantations biologiques, et nous les pressons à la main. Nous produisons donc du thé noir fait à la main, pas du thé noir d'usine. Cette méthode de fabrication préserve au mieux les qualités du thé.
La plantation va encore plus loin et imagine de nouveaux conditionnements. 24 bourgeons de thé blanc sont ainsi assemblés pour former une étoile qui sera facile à transporter et à infuser. La plantation prend soin de ses salariés et tente de procurer des emplois durables et de développer les compétences. Chez nous, l'ouvrière s'occupe de toutes les phases de la fabrication. Elle cueille la feuille, l'amène à l'usine et la note. Et la journée suivante, elle emmène ses feuilles à l'usine et elle les pressera elle-même. Chacune s'occupe de son propre thé. Ainsi, le travail n'est jamais ennuyant. Elles adorent. Nos ouvrières ont de la chance. Elles s'occupent de la production et nous fonctionnons comme une coopérative. Car au-delà des salaires mensuels, nous leur donnons des bonus. Tout le monde reçoit 10% de commission sur les revenus. Pas sur les bénéfices, mais sur les revenus. C'est mieux. C'est donc comme une coopérative. Amba est une coopérative sociale. Les Britanniques se sont rendus compte que le temps ici est très favorable au thé. Alors ils l'ont développé. Pour la cueillette, ils utilisaient des machines et de la main-d'œuvre bon marché de l'Inde du Sud. Grâce à cette main-d'œuvre bon marché et ces machines, le Sri Lanka devint le plus gros pays producteur de thé du XXe siècle. Mais nous sommes descendus à la 4e place. Aujourd'hui, le plus gros est la Chine. Vient ensuite l'Inde. Le Kenya se trouve à la 3e place et le Sri Lanka à la 4e. Durant la colonisation, les immigrants travaillaient dans la culture du thé. Mais après l'indépendance, le gouvernement finançait l'éducation. Alors tout le monde pouvait aller à l'école, à l'université, s'instruire et trouver de meilleurs emplois. Le problème, c'était que plus personne ne voulait travailler dans le thé. Ainsi, les usines de thé ont perdu leur main-d'œuvre et le Sri Lanka a produit de moins en moins de thé. Les grands pays comme la Chine, l'Inde et le Kenya ont une grande population et une main-d'œuvre bon marché. Ils n'ont pas encore rencontré ce problème, mais peut-être à l'avenir. Le Sri Lanka, faisant face à ce souci de main-d'œuvre, devrait, selon moi, se spécialiser, cibler un meilleur marché, faire des petites quantités mais d'une qualité supérieure. Ça, c'est le futur du thé au Sri Lanka. En adoptant à la fois de nouvelles stratégies environnementales mais aussi sociales, cette plantation est rentable tout en préservant des valeurs humaines et écologiques. Et si cette volonté de tirer le meilleur des terres et des hommes est effectivement l'avenir du Sri Lanka, il peut et doit être celui de bien des domaines et bien des endroits. Nous sommes arrivés au bout de notre route du thé, au pays resplendissant. Comme à chaque fin de voyage et chaque fin de quête résonne déjà. Et après? Et maintenant? Eh bien, réfléchissons-y autour d'une tasse de thé.